Europe 1. Le journal de 7h présenté par Émilie Daz. Bonjour Émilie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Il a été impérial. Léon Marchand a décroché l'or en 400 mètres 4 nages. Il a également battu le record olympique détenu par Michael Phelps. Et ce n'est que le début. C'était incroyable. Très difficile de décrire ce moment pour moi. C'était un rêve depuis tout petit de faire une finale olympique. D'être champion olympique aussi. Là, je le fais à la maison devant toutes ces personnes. C'était dingue. J'essaie d'écouter ce qui se passait et prendre l'énergie du public. Et ouais, c'était top. J'ai hâte de faire une nouvelle course dans 2 jours. Au final, j'ai pas du tout regardé ce qui se passait à côté. J'étais très focus sur moi-même, premiers 200 mètres. En bras, j'essayais vraiment de me servir du public, du bruit. Et j'ai réussi à pousser jusqu'à la fin. Après, en crawl, il manque un peu, je pense, pour faire un meilleur temps. Mais je suis hyper content de ce soir. Léon Marchand qui est encore engagé dans 3 courses cette semaine avec autant de chances de médaille à la clé. Il a 24 heures pour souffler avant de renfiler son bonnet demain. La France qui compte déjà donc 8 médailles et qui pourrait en décrocher de nouvelles aujourd'hui. À suivre, l'escrimeuse Sarah Belzer, numéro 2 mondial. Enzo Lefort va tenter de s'imposer en fleuret. La judokate Sarah Léonie Cizik, vice-championne olympique à Tokyo en moins de 57 kilos, va tenter de décrocher l'or. Des épreuves qui se déroulent dans un cadre époustouflant, des lieux mythiques de la capitale. C'était l'une des promesses des organisateurs et elle est tenue, Martin Lange. Oui, la place de la Concorde pour le skate, les Invalides pour le tir à l'arc ou encore le Grand Palais pour les escrimeurs. Un écrin que la sabreuse Cécilia Berder connaît. En 2010, elle a participé au championnat du monde dans cette grande nef. Ce sera forcément grandiose. La disposition en 2010 était incroyable, faut imaginer. T'as l'impression d'être une rockstar le jour où tu fais de l'escrime, c'est quand même incroyable. Donc j'ai même beau me visualiser, même dans mon lit, à me monter les frissons, je crois que je suis à 10% de savoir vraiment ce qui va se passer là-bas. Avec 8000 supporters bouillants, mais les plus chanceux, ce sont sûrement les beach volleyeurs. Ils vont jouer au pied du monument le plus emblématique de la capitale, la Tour Eiffel, et ils en sont très fiers, Rémi Bassereau et Julien Linel. Meilleur spot des jeux, honnêtement. Je pense qu'il y aura des jaloux. Est-ce qu'on peut faire mieux, honnêtement? Je pense pas. Il y a des équipes étrangères avec qui on s'entend très bien et tous à l'unanimité sont là, ils arrivent, ils ont pas de mots, quoi. Ils font bon, ok les gars, là la boucle elle est bouclée. Vous êtes en France, quoi, le plus beau pays du monde. Hein. Même le président de la République, Emmanuel Macron, a salué un site formidable, un stade éphémère de 13 000 places construit en quelques semaines seulement et qui accueillera aussi les matchs de cécifoot lors des Jeux paralympiques. Martin Lange pour Europe 1. Alors eux, ils sont au repos forcé, pas d'entraînement en effet aujourd'hui pour les triathlètes qui sont engagés dans ces Jeux olympiques puisque la Seine est de nouveau polluée après la pluie tombée vendredi et samedi à Paris. Les triathlètes vont donc devoir se lancer demain sans reconnaissance du parcours, pas d'entraînement, mais les organisateurs se disent confiants pour la tenue des épreuves. L'épreuve individuelle masculine de triathlon doit débuter demain à 8h. Celle individuelle féminine se tiendra mercredi à la même heure. Emmanuel Macron, qui suit de près, évidemment, ces épreuves des Jeux Olympiques, il est arrivé à Brégançon pour quelques jours de vacances. Le chef de l'État qui s'est démultiplié ce week-end sur les différentes épreuves sportives pour suivre les champions français Alexandre Chauveau. Après la grande période d'incertitude qui a suivi la dissolution, Emmanuel Macron s'offre donc une respiration le temps de ces JO parisiens. Il a arpenté tout le week-end les différentes enceintes de ces JO parisiens au Stade de France samedi pour féliciter les rugbymen français. Quelques heures plus tard au Grand Palais pour suivre la finale de l'escrimeuse Oriane Malo-Breton ou encore auprès des judokas médaillés à l'Arena Champ de Mars. Emmanuel Macron savoure comme président autant que comme amateur de sport ces jeux qu'il a longtemps désirés. Une présence en tribune assumée à grand renfort de publications sur les réseaux sociaux pour féliciter les athlètes français. La France est fière, écrit-il ainsi sur X hier soir après la médaille d'or de Léon Marchand. Une parenthèse pour l'instant enchantée après un début d'été chaotique sur le plan politique. À Brégançon, le président français continuera de suivre ces Olympiades à distance mais sans s'interdire de possibles allers-retours pour suivre quelques épreuves. Et si sa photographe personnelle le montre lisant l'équipe ou suivant les Jeux à la télé, nul doute qu'Emmanuel Macron planchera dans les prochains jours sur l'identité de son futur Premier ministre qu'il pourrait nommer dans la deuxième quinzaine d'août. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Europe 1, il est 7h05. À l'étranger, la crainte d'un nouvel embrasement au Proche-Orient. Israël prépare sa riposte après une attaque meurtrière samedi soir sur le plateau du Golan annexé. Attaque attribuée au Hezbollah. 12 enfants ont été tués par un tir de roquette sur un terrain de football. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. La riposte israélienne se fait donc toujours attendre, mais elle sera certaine et menée avec force, selon Benyamin Netanyahou et son gouvernement.
Jusque tard hier soir, Benjamin Netanyahou, tout juste rentré de Washington, a multiplié les consultations avec son cabinet de sécurité. C'est le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense qui auront le dernier mot sur l'ampleur de la riposte contre le Hezbollah. Elle va certainement déterminer la suite des événements. Alors l'État hébreu devrait répondre avec force, mais de façon relativement mesurée pour éviter une guerre totale avec le mouvement chiite libanais. C'est en tout cas ce qu'affirment de hauts responsables cités ici par la presse israélienne. Il faut dire que pour éviter un embrasement, depuis samedi soir, les pressions internationales sont fortes, notamment celles exercées par Paris ou par Washington. Il faut dire aussi qu'en Israël, une partie de l'échelon militaire s'inquiète de voir le début d'une véritable guerre avec le Hezbollah, ce alors que l'armée est encore engagée à Gaza et qu'elle maintient par ailleurs un nombre très important de forces en Cisjordanie occupée. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. C'est l'information de ce début de matinée à l'étranger également. Nicolás Maduro a été réélu président du Venezuela avec plus de 51% des suffrages selon le Conseil national électoral. Ouais, il promet paix, stabilité et justice. Le président sortant a été réélu pour un troisième mandat avec 5,15 millions de voix selon les chiffres officiels, devant le candidat de l'opposition Edmundo González Urrutia. 80% des bulletins ont été dépouillés. Les États-Unis réclament un décompte juste et transparent. Aux États-Unis, les pompiers luttent toujours contre un méga-feu qui ravage le nord de la Californie. L'un des plus gros incendies jamais enregistrés dans cet état. Le feu a déjà dévoré près de 145 000 hectares. 4 200 personnes ont été évacuées. Jeudi dernier, la police a arrêté un homme de 42 ans suspecté d'avoir allumé l'incendie. Il avait été aperçu en train d'envoyer une voiture en flammes dans un ravin. Retour en France où 39 départements, on le disait tout à l'heure, seront en vigilance orange canicule à la mi-journée. Et attention aux coups de chaud avec des pics attendus à 40 degrés, voire plus la nuit. Le mercure ne devrait pas descendre en dessous des 25 degrés en Nouvelle-Aquitaine, dans le Midi toulousain ou le long de la vallée du Rhône. Noémie Loisel, à Lyon, les habitants ont pris leurs précautions. Oui, puisque mardi et mercredi, les températures pourraient atteindre les 39 degrés sur Lyon. En promenade, Pierre-Alexis et Kitry installent sur la poussette de leur fils de 7 mois une ombrelle pour le protéger des rayons du soleil. Dans leur appartement, ils se sont aussi équipés. 2 ventilos, un pour sa chambre, un pour notre chambre. On s'est dit, avec un bébé, il faut qu'on soit prévoyant. Donc au moins, on a acheté ça en prévision. Les années précédentes, il y avait eu des ruptures de stock. Au 5e étage, Damien, 48 ans, essaye de rafraîchir son logement en partie mansardé. On a des brises-soleil, on ferme les fenêtres. Et le soir, on ouvre tout, on aère, on crée des courants d'air. Heureusement, dans la journée, lui et sa femme Sophie travailleront dans un lieu climatisé. C'est quand même pas du tout la même chose quand on peut se rafraîchir dans la journée au travail par rapport à des gens qui subissent la chaleur toute la journée. La nuit devrait être aussi difficile pour les Lyonnais. Les températures ne devraient pas descendre en dessous de 21 degrés. Ils pourront profiter de la fraîcheur des parcs. Celui de Blandan et de Gerland resteront exceptionnellement ouverts jusqu'à minuit. Noémie Loisel, correspondante d'Europe 1 à Lyon. Le trafic SNCF doit reprendre normalement ce matin après le sabotage de plusieurs postes d'aiguillage vendredi dernier. Les travaux de réparation sont terminés, assure la compagnie ferroviaire. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, des câbles de fibre optique ont été coupés et incendiés sur différents postes d'aiguillage, des câbles qui passent près des voies et qui garantissent la transmission d'informations de sécurité pour les conducteurs. Et puis en pleine vacances scolaires, il y en a certains qui préparent déjà la rentrée avec l'achat du cartable. Trop abîmé ou pas assez à la mode, de nombreux élèves jettent leurs sacs pendant l'été pour s'en acheter un nouveau, ce qui n'est pas terrible pour la planète, car les fibres textiles et le plastique qui les composent finissent incinérés. De plus en plus d'enseignes spécialisées récupèrent ces vieux sacs pour les recycler ou les redistribuer à des associations. C'est le cas des magasins Cultura qui travaillent avec la start-up de recyclage Plaxtil. Reportage au Cultura de Franconville en région parisienne de Louise Salé. Liste de fournitures, stylo à la main, Christiana pousse la porte du magasin, à son bras le vieux sac de son fils de 10 ans qu'elle dépose dans un bac. C'est un sac déchiré, un peu usé. Je ne sais pas ce qu'il fait à l'école. Moi qui est un peu plus pour l'écologie, autant donner. Et puis il y a quand même une petite compensation financière derrière de 10 €. C'est pas rien. Ce bon d'achat obtenu en échange d'un vieux cartable vient également d'attirer l'œil de Fabrice, papa de Lisa, en CE2. Je trouve ça intéressant, donc on va en profiter. Donc du coup, ils sont repérés, ils sont mis de côté, puis on reviendra après avec les anciens cartables pour récupérer les nouveaux. Un nouveau sac qui a l'air de plaire. Il y a des ailes un peu multicolores dessus et il y a des fleurs aussi. L'enseigne a déjà collecté plus de 7000 cartables, tous envoyés dans la Vienne à Olivier.
Olivier Civil, cofondateur de l'entreprise de recyclage Plaxtil. Tous les textiles, les cuirs, les mousses vont être broyés. On va en faire des petites billes en fait de plastique et ensuite ces billes vont être envoyées chez un injecteur pour faire des objets faits à partir de cette matière. Et l'objectif, passer d'une fourniture à une autre puisque ce sont des équerres, des règles et des protège-cahiers qui prendront place dans les rayons l'année prochaine grâce à ces cartables recyclés. Louise Salé pour Europe 1. Dans le journal d'Émilie Dez. Merci Émilie.